Bienvenue sur le podcast du MBA MCI, le MBA Marketing Communication et Innovation de De Vinci Executive Education. Je m'appelle Julie et ma camarade Paola. Aujourd'hui, nous abordons un sujet fondamental, notre relation à l'argent et comment le numérique a bouleversé l'investissement. D'ailleurs, avez-vous déjà remarqué à quel point l'argent suscite des croyances parfois contradictoires? Certains pensent qu'il corrompt, d'autres qu'il offre la liberté. Dans tous les cas, notre éducation et notre environnement influencent profondément la manière dont nous appréhendons. Par exemple, quelles croyances as-tu sur l'argent dans ton entourage? Alors, je t'avoue que j'ai grandi dans un entourage où mon père il essayait d'épargner beaucoup et aussi de trouver des manières d'investir. La manière la plus connue et la plus sécurisante aussi qu'il a trouvé, c'était l'investissement immobilier. D'accord. Et du coup, en même temps et il y avait le côté un peu plus, maternel qui était un peu plus frileuse pour cet investissement. Mhm. Mais j'ai grandi quand même avec un entourage assez, lié, à l'épargne. Donc, où il y en a D'accord. beaucoup d'épargne, mais il y en a quand même, et hem et une certaine peur, à l'investissement qui n'est pas très, sécurisée. D'accord. Et mais par exemple, moi je viens d'une culture, latino-américaine. Mhm. Où du coup, il est moins tabou de, parler d'argent par rapport à la France, par exemple. D'accord, et même au Donc travail? oui, Est-ce on que peut vous de parlez de l'argent? oui, on peut demander à quelqu'un, ouais, combien tu gagnes? Bon, peut-être la personne, elle va pas te dire les chiffres exacts, mais au moins elle va te dire à peu près, voilà. Et il y a une manière aussi plus, et visuelle de voir Mmh. combien la personne gagne par rapport à sa manière de s'habiller, de sa voiture, des bijoux, et donc et comme ça on peut un peu déduire, son niveau de vie, économique. Mais voilà donc du coup, la c'est plutôt une vision de gagner l'argent, avec le travail, avec l'effort. Et mais quand même, notre époque, on a grandi, sans cette partie, d'utiliser le numérique, pour gérer l'argent. Donc ça restait quand même, et en Amérique latine aussi, on utilise encore beaucoup l'espèce, Mmh. pas trop la D'accord. carte bancaire, et du coup, les banques, en ligne, par exemple, c'est quelque chose des plus récents Mmh. par rapport à la France. Et parce qu'aussi les gens, il y en a beaucoup d'arnaques, pas que d'arnaques des banques, mais aussi d'arnaques, téléphoniques. Mmh, mmh, Du mmh. coup, on est beaucoup plus, frileux, on a moins de confiance aussi pour les services en ligne, parce qu'on a quand même peur de tomber sur, une arnaque, en fait. D'accord. Donc disons que ça, c'est l'environnement dans lequel j'ai grandi et les rapports à l'argent. Et et j'ai mais voilà, après c'est vrai qu'être en contact avec, une autre culture, ça t'aide aussi à voir d'autres manières de voir les choses, de gérer l'argent et d'avoir d'autres ouvertures, et d'autres approches, et je pense qu'il a aussi l'ouverture d'esprit, la curiosité. C'est quand même un très, très important. Et parce que comme on va aller voir un peu plus, et dans les podcasts, il y a un côté psychologique aussi Mmh. OK, on grandit avec des croyances dans un environnement, mais après avec le temps et on a la liberté d'échanger cette mentalité, de D'accord, l'alimenter et du coup de la changer. Et du coup, c'est ça et ce que quand tu parlais aussi de banque en ligne, de banque, que dans ton pays, c'était plutôt, des billets, est-ce que toi, maintenant, tu utilises, des banques en ligne pour faire des transactions?
Ici, en France, oui, parce que j'ai appris à les utiliser, mais c'était plutôt ici en France. En Colombie, D'accord. c'est quelque chose qui est arrivé plus tard. Mmh. Mais comme j'ai déjà une certaine confiance et à les utiliser ici en France, du coup, je dis bon, bah, je me lance plus facilement à les faire dans d'autres pays en fait. Et voilà. Mais après, c'est vrai que les conditionnements qu'on a eus par rapport à l'argent a longtemps limité l'accès à l'investissement. Mmh mh. Pendant des décennies, ces domaines étaient réservés à une élite et on croyait que nous, les gens lambda, heu, on pouvait pas les faire parce il fallait maîtriser certains codes et nous, par exemple, on croyait qu'on n'avait pas accès et du coup, les outils qu'ils utilisaient, cette élite-là, étaient inaccessibles, au grand public. C'est ce qu'on parlait, tout à l'heure. Mais toi, Mmh. par exemple, quelle est ton approche? Quelle est ta vision de l'investissement? Alors mon approche, donc moi je viens d'une famille, hem, qui aime bien, voilà, économiser et aussi se faire plaisir de temps en temps. Donc j'ai eu un peu les 2, le côté, beh, comme un peu le tien, épargner mais aussi investir. Mes parents, ils ont investi dans l'immobilier aussi assez jeunes. Donc la culture aussi de pouvoir investir sur du long terme, ne pas avoir peur de se lancer dans des investissements et donc voilà. Et comme tu disais tout à l'heure par rapport au travail, je pense qu'on a une culture différente en France. C'est vrai qu'entre collègues, on ne parle, pas beaucoup de salaire de chacun, enfin savoir qui gagne, combien on gagne précisément. Tu vas pas demander à ton collègue, est-ce que tu as combien tu as eu de salaire ou tu as eu une augmentation? Ap OK et par at exemple, toi, tu penses que, c'est facile pour une personne, lambda d'investir? Genre, tu as grandi avec, cette vision ou pour toi c'était, quelque chose qui, peut-être tu connaissais pas ou tu croyais que c'était pas pour vous, ou que c'était juste pour, une nombre limité de personnes? Quelle vision tu avais, avant? alors moi, je pense que j'avais, par rapport à mes, amis, que c'était limiter l'investissement. C'est vrai que mes parents se sont lancés parce que, ils ont eu l'opportunité et ils ont aussi l'esprit entrepreneur. Mais, autour de moi, c'est vrai qu'il y avait très peu de personnes qui se sont lancées dans l'investissement. Mais ça m'a aussi éduquée, à faire par exemple, voilà, à investir sur du long terme, à voir, comment je pourrais mettre mon argent de côté aussi. Donc, voilà. OK, merci et heureusement que les choses ont changé. Grâce au numérique, investir est devenu plus simple, plus rapide et plus abordable. Par exemple, quel type de des services numériques connais-tu? Alors, comme service numérique, je connais Boursorama Banque. Il y a, Revolut, hein, si je me trompe, eToro, Trade Republic. Oui, et toi, est-ce que toi tu les utilises? Alors moi, j'utilise pas. C'est vrai que j'appréhende en fait. C'est vrai toute, la question, mais est-ce que, ces données que je vais avoir, est-ce que ça va pas être transféré sur d'autres comptes? Enfin, j'ai encore un petit doute. Mmh. Et toi, OK. Paola, est-ce que tu l'utilises? Oui, moi j'utilise, banque en ligne depuis quelques années, je suis, chez Boursorama et quand j'ai commencé à m'intéresser à l'investissement, du coup, j'ai découvert, qu'il y avait une manière, grâce aux banques en ligne d'investir dans des actions et d'investir, et de manière un peu plus sécurisée, disons par rapport au PEA parce qu'en fait il y en a aussi, traditionnellement disons, les Français, ils connaissent, l'assurance vie, connaissent les livrets A, ils connaissent Mmh, mmh, mmh. les livrets de développement durable. Bon, il y a plein de ils ont des services, qu'on peut les faire, sur une banque traditionnelle ou en ligne et mais qui sont plutôt de l'épargne, qui sont sécurisés, et qui sont à un certain rendement, fixe, mais fixe dans le sens,
bon, ça varie, mais ça varie pas. Je veux dire, c'est plus sécurisant par rapport à la bourse, par exemple, et c'est Mmh, beaucoup mmh, plus variable où il y a des écarts beaucoup plus fortes. Et mais du coup, oui, je me suis lancée parce que voilà, enfin, en Colombie, ça n'existe pas et j'ai vu, qu'il y avait certains amis qui le faisaient. J'ai dit: «Ouais, bon, bah, pourquoi pas?» Après, pour l'instant, j'ai que des bonnes expériences et du coup, bah, ça permet aussi d'accéder à certains services, comme je disais tout à l'heure, les PEA, les plans d'épargne en action et du coup, mmh. grâce à ça, on peut accéder, à certaines, comme on dit, portefeuilles d'actions variés de Mmh. divers secteurs, par rapport aux différents, à l'investissement sur, une seule action et indépendamment des secteurs et du coup que c'est un peu plus, risqué. D'accord. Hem, Après, je t'avoue que pour l'instant, je préfère, m'élancer parce que je commence doucement, de les faire, sur, après ça existe aussi des profils d'investisseurs, des Mmh, mmh, profils des mmh. moins de risques, de risques modérés ou des risques élevés. Donc les personnes qui investissent dans les actions, Mmh. considèrent que c'est plutôt des personnes qui sont qui s'élancent, qui préfèrent, bah, qui sont ouverts à prendre des risques élevés. Donc par exemple, pour avoir accès à la bourse, comme tu as dit tout à l'heure, on peut utiliser Trade Public, eToro et voilà d'autres plateformes, et Fortuneo aussi, voilà. Mais on en a parlé, d'un autre type d'actifs que c'est très courant aussi dernièrement, hein, qui c'est des cryptomonnaies Mmh, oui, exactement, on en parle beaucoup. et là, c'est aussi un risque, bah, pour moi personnellement, c'est un risque élevé Mmh. et je pense que ça aurait été avant un bon moment pour s'élancer quand ça devenait de démarrer parce que maintenant de plus en plus, il devient cher d'acheter en crypto-monnaie. Et en plus, la blockchain, tout ça, donc c'est des monnaies, digitales qu'on sait pas où ils sont, qui sont gérées par je sais pas quoi. Du coup, c'est vrai que ça peut faire douter beaucoup plus à une personne d'investir sur ça et du coup, c'est pour ça qu'on dit que c'est des risques, élevés, en fait. Donc il faut vraiment avoir un profil d'investisseur, qui n'a pas peur de s'élancer et Mmh. du coup, qui a assez d'argent aussi pour dire: «Bon, bah, si je perds, 10 000 €, c'est pas grave, en fait». Oui. Mmh mh. Donc il faut y aller. Alors, dans cet épisode, nous allons comprendre et dans un premier moment, d'où viennent ces perceptions sur l'argent, d'identifier certains blocages, psychologiques qui nous freinent à investir et d'explorer les innovations technologiques qui transforment notre manière, d'investir. Comme on a déjà commencé à parler un peu, on va parler de la psychologie financière, comme on a déjà fait, des plateformes d'investissement, mais on va ajouter aussi un aspect important et ces dernières années, que c'est, le rôle de l'intelligence artificielle dans cette histoire d'investir. Et également, on a déjà évoqué l'histoire de la psychologie financière, de l'éducation et de nos croyances, des, comment l'éducation financière, comment on peut éduquer les nouvelles et les générations qui existent déjà et à l'investissement, à la gestion de l'argent. Donc c'est ça qu'on va travailler aujourd'hui, bah, qu'on va travailler, qu'on va parler aujourd'hui, des podcasts. Donc avant d'investir, relevé du parcours du combattant. Il y avait la paperasse interminable, des frais élevés, besoin d'un capital conséquent. Bref, tout était conçu pour exclure les petits investisseurs. Mais avec l'essor du numérique, ces barrières sont tombées les unes après les autres. D'abord, l'accessibilité s'est améliorée. Aujourd'hui, comme on a dit tout à l'heure, il suffit de quelques euros, par exemple, pour acheter un ETF ou une action, et d'une application pour démarrer. Comme on a dit, Toro, Trade Republic, voilà, Fortunio. Et ensuite, l'information aussi s'est démocratisée. Maintenant, il suffit que tu ailles sur YouTube. Bon, après, attention, on peut tomber aussi sur des arnaques, mais facilement, tu peux accéder à plein de vidéos, à plein d'informations
et des blogs, des sites internet où, tu peux apprendre à comment investir, l'argent. Donc c'est fini les temps où seuls les experts avaient accès aux analyses financières aussi. Maintenant, il y a plein de sources, des blogs, des vidéos, des forums, des podcasts même. Je connais un, par exemple, qui s'appelle, Money Mindset Mmh. et qui s'est fait par un couple, des Belges D'accord. et du coup, ils partagent leur expérience d'investissement, dans l'immobilier, bon, exact, voilà, de tout, 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 tout et c'est super intéressant de les écouter et du coup, ces types de ressources nous permettent à chacun de nous former, en toute autonomie. Quelque chose que je trouve qui est génial. Voilà, c'est plus juste pour les riches, Mmh. d'investir. Il y a également un autre atout majeur du digital, hein, c'est également la réduction des coûts et la rapidité des transactions. Donc, comme grâce aux nouvelles plateformes, les frais de courtage ont chuté et il est possible d'acheter ou vendre des actifs maintenant en quelques clics. C'est vrai, parce qu'avant et traditionnellement, on passait, par les conseillers bancaires, par exemple. Donc il fallait demander l'autorisation, comment je peux utiliser mon argent, est-ce que je peux le faire, est-ce que je peux pas le faire? Genre, on dirait, voilà, demander la permission au conseiller bancaire ou sinon, se servir, comme on dit, du courtage, donc aller, dans un bureau de courtage et du coup, il fallait payer les conseillers, il fallait payer les frais qui allaient avec. Mais maintenant, par exemple, grâce à ces plateformes-là et comme il y a plus cet intermédiaire, Mmh. les coûts, ils sont beaucoup plus réduits, tant quand tu vas acheter ou vendre, comme dans la gestion aussi. Chaque mois, par trimestre, donc du coup, on paye, et beaucoup moins. Mais ce n'est pas tout. Avec l'émergence de l'intelligence artificielle, l'analyse de nos finances est devenue aussi, beaucoup plus performante. Des algorithmes puissants identifient on peut nous aider à identifier les, tendances du marché et nous proposer des recommandations adaptées aux investisseurs. Donc c'est fini, où on faisait la comptabilité sur des cahiers, quand je gérait nos finances, alors je note, combien j'ai dépensé au supermarché aujourd'hui, combien il faut que j'épargne pour payer l'école de mes enfants, Mmh, mmh mh. Du coup, maintenant, il y a même des applications qui prennent tes dépenses directement de l'application de ta banque Mmh et mh. te font après les bilans, les résumés, de combien tu as dépensé, tout ça et du coup, à partir des dépenses que tu fais, de tes revenus et ils t'aident aussi à savoir, combien tu vas épargner au dans les longs termes et aussi de savoir, OK, si j'ai acheté, telle action, du coup, dans 10 ans, dans 5 ans, je pourrais avoir, bah, c'est très variable parce qu'on peut pas savoir en avance qu'est-ce qui va se passer avec les entreprises ou avec la Mmh, bourse. mmh, mmh, mmh. Mais, par rapport aux tendances qu'il y en a eu avant, d'essayer de prédire et quel type de rendement, combien tu pourrais avoir potentiellement. Donc, et tu n'as plus besoin de travailler à Wall Street, pour, Exactement. pour avoir accédé à ce type d'informations. C'est vrai que c'est pas 100% fiable. Comme la bourse en tant que telle, elle n'est pas non plus 100% fiable. On peut pas dire: «Ah oui, ça va se passer très bien» ou «Ça va se passer très mal». Il y a beaucoup d'enjeux qui jouent là-dedans. Mais au moins, c'est ce qu'on veut souligner ici, c'est que maintenant, nous, on a accès à ça. On a la liberté de l'apprendre et du coup de mieux les comprendre et aussi de jouer, oui, de pouvoir jouer sur certains aspects de ça. Donc on peut aussi gérer plus, facilement et avec, notre argent de manière positive ou négative. Évidemment, ça dépend des décisions de chacun, Mmh mh. mais voilà. Donc comme tu disais, maintenant la diversification, est plus simple que jamais. On n'est pas obligé de se limiter aux actions, aux obligations classiques, mais on peut investir dans les ETF, les cryptomonnaies ou même des portefeuilles gérés automatiquement. Le numérique est ouvert, heu, à beaucoup de personnes maintenant et il a également aussi ouvert de nombreuses portes. Même, comme toujours
chaque avancée a beaucoup de risques. Donc si investir est devenu plus simple, cela signifie pas que c'est sans danger. En fait, c'est une facilité peut justement nous jouer des tours. Maintenant, un premier exemple, les trading compulsifs. Alors, les trading, c'est essayer de jouer un peu, avec la bourse, en fait, d'acheter des actions, d'essayer de prédire, voilà et de calculer, voilà. C'est vrai, compulsif, ça veut dire que sans réfléchir. Il existe, c'est ce qu'on appelle les biais cognitifs, c'est-à-dire que nous, les êtres humains on a tendance à réagir de manière, compulsive selon nos émotions. Du coup, par exemple, quand une personne, il voit que les actions qu'il a achetées et en bourse, il tombe, il peut avoir par peur, il peut avoir, tendance à revendre assez rapidement cette action-là et du coup ça peut être contre-productif, pour lui, en fait Mmh, mmh, mmh. c'est ce qu'on essaye avec ces plateformes ultra intuitives aussi d'éviter, en fait. Mais c'est vrai que ça dépend complètement de l'humain, mais avec ces plateformes-là, ils nous donnent une vision un peu plus au large, disons au long terme pour, dire: «Mais attends, peut-être qu'à ce moment, l'action elle est tombée, mais peut-être qu'avec le temps, avec patience, ça va remonter. Mmh, Donc mmh, peut-être mmh. c'est contre-productif pour toi de les vendre et plutôt essayer de la garder avec patience et de voir ce qui se passe». Il y a les biais cognitifs qui sont aussi renforcés par les algorithmes. Je sais pas si vous l'avez déjà remarqué, mais sur les réseaux sociaux et les moteurs de recherche, ils nous montrent souvent du contenu qui va dans le sens de nos croyances. Eh bien, en finance, c'est souvent pareil. Mmh. Si un investisseur est convaincu qu'une action va exploser, il y verra surtout des analyses qui confirment son opinion, au risque de négliger les signaux d'alerte. Oui, c'est exactement ça. Du coup, tu vois, il faut toujours faire attention à tout ce qu'on voit. C'est pour ça que j'ai évoqué tout à l'heure, il y a des vidéos de YouTube sur les réseaux sociaux qui te disent: «Ouais, tu vas devenir riche en 5 jours». Alors non, On est il faut d'accord. quand même, tu vois, être réaliste, d'avoir une pensée critique et de dire: «OK, peut-être il y a des choses qui sont positives, mais voilà, il faut faire la part des choses et savoir bien réfléchir, c'est poser des questions, surtout d'utiliser les informations, les données, la data qui existe déjà et de voir au plus long terme Mmh. et avoir plusieurs sources aussi. Tu vois? Parce qu'après, par exemple, des gens qui donnent des conseils en investissement, comme on dit, chacun, il est modelé par ses propres Mmh, expériences, ses mmh, propres mmh. croyances. Donc, celui-là, il va te dire: «Ouais, tu peux investir, sur, S&P 500» et l'autre, il va te dire: «Non, n'investis pas sur, ces types d'ETF» parce que voilà, bon. Mais, donc il faut savoir aussi, c'est là où notre intelligence, humaine et notre critère personnel, joue. Mais en plus de ça, c'est important aussi de parler de la cybersécurité qui devient un enjeu majeur. Des arnaques en ligne, des plateformes frauduleuses, comme je disais tout à l'heure, des piratages des comptes pour les bitcoins, par exemple. Et lorsqu'on investit sur les web, il est essentiel de choisir des services régulés et de bien sécuriser ses données. Oui, tu as tout à fait raison. Et comme tu disais, c'est vrai que la technologie nous aide, mais on a tendance à lui faire aveuglement confiance. Donc il faut quand même rester avoir un regard critique sur toutes les recommandations que nous fournissent les technologies. C'est donc un fait. Le numérique est une révolution totale. Mais il faut savoir l'utiliser avec discernement. Donc pour bien investir, une seule solution, se former. Et bonne nouvelle, l'éducation financière n'a jamais été aussi accessible. Comme on disait tout à l'heure, entre les blogs spécialisés, les chaînes YouTube, les formations en ligne, tous les simulateurs d'investissement, il existe une multitude de ressources pour apprendre à gérer son argent intelligemment. Donc cependant, toutes ces informations ne se valent pas. Il y a certains influenceurs qui vendent des stratégies miracles, et alors qu'en réalité, l'investissement ne repose avant tout sur la patience.
la diversification et l'analyse aussi. C'est pourquoi il est essentiel de croiser les sources, comme je disais tout à l'heure, et d'expérimenter petit à petit. Ne pas se laisser emporter par ces biais cognitifs, par la peur, par la panique, par la joie aussi de oui, je vais faire mon premier investissement, nanana, et plutôt voilà, et éviter de suivre aussi les tendances du moment. Donc nous vivons une période charnière où l'investissement est devenu plus accessible, mais aussi plus complexe. Alors, si on devait résumer cet épisode en 3 points, quoi? Non, pardon. Quels seraient ces 3 points? Le premier point, du coup, c'est notre rapport à l'argent et notre rapport à l'argent, il est façonné par notre éducation et nos croyances, comme on a échangé, mais qu'il peut évoluer. Le deuxième, c'est que le numérique, il a ouvert de nouvelles opportunités. Cependant, il faut être conscient des pièges qu'il comporte. Et le plus important, et c'est qu'on veut souligner grâce à ces podcasts, c'est que l'éducation financière est la clé. Elle est plus accessible que jamais, à condition de l'utiliser intelligemment. Et vous, quel est votre rapport à l'investissement? Avez-vous déjà franchi le pas d'investir? Venez en discuter avec nous sur les réseaux sociaux. Merci d'avoir écouté le podcast du MBA MCI et on vous attend pour le prochain épisode. À très bientôt.